Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Bruxelles et Paris, dans la capitale française. Le chef de l'État a rencontré le président français, François Hollande, avec qui il a eu des entretiens sur la résolution de la crise au Mali. Auparavant, le président de la République par intérim était à Bruxelles, où il a pris part à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Cette conférence, tenue à l'initiative de la France et de l'Union européenne, a mobilisé plus de 3,250 milliards d'euros destinés à financer le plan de relance durable élaboré et présenté par le Mali. À son arrivée à l'aéroport Bamako-Sénou, le président de la République par intérim a été accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement, entre autres personnalités. Activité du Premier ministre. Django Sissoko a reçu ce matin en audience l'émissaire du président de la République camerounaise. Adoum Gargoum était porteur d'un message du président Paul Biya invitant le président de la République par intérim à prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité maritime les 24 et 25 juin prochains à Yaoundé. Le sommet devrait permettre aux chefs d'État d'adopter un cadre juridique dont le but sera de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Écoutons Adoum Gargoum, ministre camerounais délégué chargé de la coopération avec le monde islamique. Il répond aux questions de Mohamed Diarra. Nous sommes envahis ces dernières années par toutes sortes de terrorisme et ceci nous amène, nous, pays membres de la communauté économique de l'Afrique centrale, des pays membres de la CEDEAO, de nous retrouver. Auparavant, une rencontre ministérielle s'est tenue à Cotonou, sous l'égide de la CEDEAO. Donc, on a réparti la tâche. Le sommet va se tenir au niveau de la CAC, donc au Cameroun, à Yaoundé. Quels sont les enjeux de ce sommet? Au niveau ministériel, on a essayé d'établir un cadre juridique pour voir comment lutter contre l'insécurité, la piraterie au niveau de l'océan Atlantique. Mais au-delà de cela, il y a un terrorisme qui entre par la mer et qui rejoint le terrorisme dans le Sahel. Donc nous voulons, vous savez, avec la drogue, etc., donc toutes sortes de malfaisances que nous vivons sur cette côte-là et pratiquement dans les 25 pays membres de la CEDEAO et de la CAC. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'aujourd'hui les États se réunissent et adoptent au niveau des chefs d'État, n'est-ce pas, un cadre juridique qui permet de lutter contre ce malsain phénomène. Restons avec le Premier ministre qui a effectué ce matin une visite à la DGE et à la CENI. Il s'agissait pour Django Sissoko de s'enquérir des préparatifs des élections et d'inviter les différentes structures à une synergie d'action pour mieux amorcer le dernier virage avant les élections du 28 juillet. Django Sissoko de préciser que les élections auront lieu sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Kidal. Modibo Mariko. Une visite au moment où les préparatifs amorcent presque le dernier virage. Il s'agissait ainsi pour le Premier ministre de venir encourager les différentes équipes sur place. Des encouragements à même de donner le coup d'accélérateur nécessaire. J'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu. Les préparatifs vont bon train, tant au niveau de la délégation générale aux élections qu'à la CENI. Et j'ai trouvé des responsables engagés, des responsables soucieux non seulement de l'avenir du processus électoral, mais de l'avenir de notre pays. Parce que l'avenir immédiat du Mali a pour socle quand même l'organisation d'élections crédibles pour nous permettre de sortir de cette situation que nous vivons. La rencontre a ainsi permis à Django Sissoko de partager ses informations et recenser les différents problèmes au niveau de chaque structure. Du côté de la DG, par exemple, le Premier ministre a pu noter des retards dans la livraison d'ordinateurs portables, des problèmes de moyens de locomotion et les délestages qui empêchent la structure de tourner à plein régime, pour ne citer que cela.
pendant que du côté de la CENI, le défi a pour nom recrutement et formation de 25 000 délégués de bureaux de vote et la gestion de la question de l'accréditation des observateurs. Des problèmes bien notés pour la résolution immédiate desquels le Premier ministre a pris des engagements. Je suis heureux vraiment de constater que la date prévue pour le premier tour de l'élection présidentielle sera tenue. Cette date sera respectée et l'élection présidentielle aura lieu sur toute l'étendue du territoire national. Je dis bien sur toute l'étendue du territoire national. Pour ceux qui en doutent encore, c'est une réalité que nous constaterons dans quelques semaines. J'ai pris l'engagement de résoudre tous les problèmes que les deux responsables ont posés. Et ces problèmes sont d'ordre matériel, d'ordre financier, et puis il y a un problème de sensibilisation de notre peuple et de la classe politique face, par exemple, aux insuffisances du fichier électoral biométrique. Le fichier biométrique étant loin d'être une panacée, le Premier ministre a engagé les deux structures à rencontrer les forces vives du pays pour l'amorce d'une large campagne de sensibilisation sur ces insuffisances. Le gouvernement et même le président de la République pourraient être mis à contribution si cela est nécessaire, a-t-il fait savoir. L'objectif pour cela est de partager les insuffisances pour minimiser leur impact sur les résultats. Toute chose qui pourrait éviter à notre pays des crises post-électorales, a-t-il ajouté. Je vous l'ai annoncé en titre, l'Assemblée nationale a adopté ce matin, lors d'une session plénière, une nouvelle loi électorale avec laquelle les autorités maliennes disposent d'un outil législatif qui permet d'organiser les élections 2013. Cette nouvelle loi restreint l'utilisation de la procuration. Le projet de loi a été défendu par le ministre délégué chargé de la décentralisation. Reportage de Mamari Kone. Rien ne s'oppose à l'organisation des élections de 2013 sur la base du fichier électoral biométrique. La manifestation de cette volonté politique, c'est la modification de la loi électorale en date du 4 septembre 2006. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des députés présents dans la salle, 107 pour, 19 contre et 4 abstentions. Il consacre la nature biométrique du fichier électoral. Autre innovation, la carte NINA est retenue comme unique document pour voter. À cela s'ajoute l'allègement de la procédure de transfert de l'électeur en cas de changement de résidence. La motivation principale de cette loi, puisqu'il faut le dire maintenant comme ça, c'est pour la prise en charge de la biométrie. Nous avons procédé à un recensement administratif à caractère état civil et les partis ont convenu, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile et l'administration ont convenu qu'il faut aller désormais aux élections avec un fichier biométrique. Donc cet aspect n'était pas pris en compte dans la loi. Il fallait modifier donc la loi pour l'intégrer. Le projet de loi prévoit seulement la possibilité du vote par procuration pour les agents des forces armées et de sécurité sur le théâtre des opérations, des membres de la CENI, des présidents et assesseurs du bureau de vote, les mandataires des candidats des partis politiques et les délégués des partis politiques. L'amendement majeur a porté sur l'article 147. À ce niveau, le parrainage des candidatures a fait l'objet de débats houleux. Il est considéré par certains comme source de corruption et de chantage. Je crois que nous ne l'avons pas perçu de cette manière. L'esprit pour nous, c'est de moraliser effectivement les élections et de ne pas permettre à n'importe qui de se présenter à ces élections qui coûtent excessivement cher et surtout pour un pays pauvre comme le Mali et qui en plus sort d'une crise. À titre d'illustration, les élections passées, un candidat au présidentiel avait coûté environ 200 millions. Ce projet de loi crée enfin les conditions pour permettre à nos compatriotes déplacés dans les pays voisins de jouir de leurs devoirs civiques. À noter que le projet de loi initié par le gouvernement a été adopté lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 10 mai 2013.
Voilà, et pour parler de cette nouvelle loi électorale adoptée par l'Assemblée nationale, nous recevons sur notre plateau Bassidi Koulibaly, directeur général de l'administration du territoire. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'Assemblée nationale a voté la nouvelle loi électorale avec des innovations, notamment l'aspect biométrique que nous avons vu dans ce reportage pour plus de transparence. Déjà, quel est l'impact de ce vote sur la suite du processus électoral? Je pense que notre pays vient de franchir une étape extrêmement importante avec l'adoption de cette loi. Parce que vous vous souvenez qu'en janvier, le 29 janvier, l'Assemblée nationale a adopté la feuille de route qui a fixé des priorités au gouvernement de transition. Et ces priorités, c'est le recouvrement de l'intégrité du territoire national et l'organisation des élections avant le 31 juillet. Et ça, c'était la première étape. La deuxième étape, aujourd'hui, c'est l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale qui consacre véritablement le point de départ effectif de la préparation des opérations électorales. Comme on s'y attendait, parce qu'aujourd'hui notre pays s'est engagé dans une voie pour réduire autant que possible la fraude électorale. Et cette fraude électorale avait comme socle un certain nombre de situations. Les partis politiques ont exprimé le désir d'avoir en tout cas un fichier électoral biométrique. Et ce fichier biométrique doit comporter la photo, l'empreinte et un numéro d'identification pour permettre d'identifier correctement l'électeur. Voilà, ce qui et justement dans ce cadre-là qu'il fallait prendre en charge cette donnée pour l'intégrer dans la loi électorale et qui va avoir comme conséquence un certain nombre de conséquences, notamment en ce qui concerne la non prise en charge des nouveaux électeurs, c'est-à-dire les majeurs, les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les gens qui sont nés en 1995 et qui n'ont pas les données biométriques dans le fichier état civil, c'est-à-dire les données biométriques, c'est la photo et les empreintes. Parce que quand on faisait les RAVEC en 2009, ils n'avaient pas encore 15 ans, donc on ne pouvait pas prendre leurs photos et leurs empreintes digitales. D'accord, justement par rapport à ces personnes, qu'est-ce qui est prévu pour là? Non, en fait, il sera... Justement, la loi a été votée dans ce sens-là pour que nous puissions, les commissions administratives d'établissement des listes électorales puissent travailler dans un cadre légal, en respectant cette disposition légale, dans la mesure où les personnes qui sont considérées comme dans cette catégorie ne disposent pas de données biométriques. Donc, il sera extrêmement difficile pour les commissions administratives d'établissement des listes électorales de les prendre en compte. Donc, ces personnes-là vont attendre les prochains scrutins. Donc, si on comprend bien, ces personnes ne seront pas concernées par l'élection du mois de juillet? Pas du tout, pas du tout. Donc, elles seront concernées certainement par les élections de 2014. Ça va permettre à l'État, justement, de prendre en charge leurs données biométriques. Et il en est de même pour ceux qui n'ont pas été recensés? Tout à fait, tous ceux qui n'ont pas été recensés, eux aussi, il sera un peu très difficile de les prendre en charge. On ne pourra même pas les prendre en charge. Mais nous pouvons dire que le RAVEC continue toujours parce que c'est une phase de pérennisation qui est en cours. Donc toutes les personnes qui n'ont pas été recensées peuvent encore aujourd'hui le faire au niveau des communes, au niveau des ambassades, parce que nous disposons des outils pour recueillir les données les concernant. Mais on ne pourra pas les prendre en compte dans la procédure d'établissement des listes électorales pour les élections de 2013. Très bien. Alors, il y a un sujet également qui préoccupe les Maliens, c'est évidemment le cas de nos compatriotes qui sont encore à l'extérieur, ainsi que les déplacés. Quel est justement le dispositif mis en place pour leur permettre d'exercer leur droit de vote? Vous savez, la loi qui vient d'être votée, justement, prend en charge justement la prise en charge, en tout cas, le vote des réfugiés, des personnes réfugiées. Et ces personnes réfugiées, vous savez, le gouvernement a conduit, en tout cas a initié une mission qui est allée au Burkina, en Mauritanie, au Niger, pour prendre contact avec les autorités de ces pays en compagnie du HCR, pour voir concrètement, légalement, comment on peut organiser le vote de ces personnes-là. Je pense qu'il y a eu un accord pratiquement avec tous ces pays d'accueil, en relation avec les HCR, pour organiser le vote de ces réfugiés. Et ces réfugiés, leur liste électorale sera établie. Au même moment que les commissions administratives d'établissement de listes électorales vont siéger à l'intérieur de nos communes et de nos ambassades, ces listes des électeurs potentiels des réfugiés aussi sera dressée. Parce qu'on va disposer au niveau de tous ces camps des ordinateurs qui contiennent les données de tous les Maliens. Tous les Maliens, partout où ils ont été recensés,
les gens qui ont été recensés à Kidal, dans la région de Kidal, les gens qui ont été recensés dans la région de Gao, Tombouctou, et qui se trouvent aujourd'hui dans ces camps, ils auront leurs données au niveau de ces ordinateurs-là. Et ils auront leur carte NINA. La carte NINA sera disponible parce que la carte NINA sera disponible au niveau de la résidence habituelle, c'est-à-dire là où ils ont été enrôlés. Quelqu'un qui a été enrôlé à Tessalit va disposer de sa carte NINA à Tessalit ou à Bébara, ou à Bourem, ou à Goumaraous. Mais il y a une procédure qui sera en cours pour permettre que ces gens-là puissent disposer de leur carte NINA dans les camps. Donc, à ce niveau-là, nous pensons qu'au mois de juin, certainement, les listes électorales seront établies et il y aura une procédure spéciale pour permettre le vote de ces personnes réfugiées. Mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire que même les personnes déplacées qui sont aujourd'hui à l'intérieur du territoire national, il y a une procédure spéciale qui est envisagée pour les permettre justement de réaliser, de voter là où ils se trouvent aujourd'hui. Ils vont disposer, les dispositions seront prises pour qu'ils puissent avoir leur carte NINA ici à Bamako, à Sikasso, à Kaye, partout où ils se trouvent. Ces personnes déplacées qui vont faire le vote ici, si en temps ils ne sont pas allés au niveau de la résidence habituelle, ils vont voter là où ils peuvent voter là où ils se trouvent. D'accord. Monsieur le directeur général, et par rapport à la distribution de la carte NINA, quand est-ce qu'elle va commencer? Elle va commencer incessamment. Vous savez que le gouvernement a octroyé le marché à un prestataire qui s'est engagé à remplir toutes les conditions qui ont été fixées par le gouvernement. Il s'agira dans les tout prochains jours d'organiser la remise des cartes NINA sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce faire, il y a plus de 2000 équipes de remise qui seront mobilisées, qui vont parcourir l'ensemble des villages, des quartiers et des fractions nomades. Donc, aucune localité ne sera laissée à reste. En tout cas, les équipes vont se déplacer de village en village, de quartier en quartier et de fraction en fraction pour remettre les cartes NINA à la personne qui est bénéficiaire. Tout à fait. Donc, on précise évidemment que le système de procuration est complètement, à part évidemment les militaires, on l'a vu dans le reportage. En fait, la procuration, elle est admise aussi bien pour les militaires qu'aujourd'hui qui sont sur le théâtre d'opération. Ce sont des citoyens maliens. S'ils veulent exercer le droit de vote, ils doivent disposer de moyens les permettant d'exercer ce droit de vote. Tout à fait. En fait, je précise que c'est seulement pour... Non, il y a la procuration aussi, elle est admise dans le vote, dans la loi qui a été votée, elle est admise pour les agents de la CENI, elle est admise pour les agents électoraux, c'est-à-dire les présidents et les associés, elle est admise aussi pour les délégués des partis politiques, elle est admise aussi pour les délégués de la CENI. Donc, il y a toute une catégorie de gens qui sont empêchés le jour du scrutin. Il faut leur donner la possibilité d'exercer le vote par procuration. Mais ce qui ne sera pas admis avec la carte NINA, c'est le témoignage. Donc le témoignage va disparaître totalement. Tout à fait, c'est ce que je voulais préciser justement. Non, tout à fait. Mais merci, monsieur le directeur général, pour toutes ces précisions. Évidemment, on a mieux compris. Je voulais aussi profiter pour lancer un appel à tous les Maliens pour que chacun puisse vraiment s'engager fortement pour aller chercher sa carte NINA parce que ce serait le seul document permettant de rentrer dans le bureau de vote. Si vous disposez de votre carte NINA, vous pouvez exercer votre droit de vote. Mais donc, si vous ne disposez pas, il n'y aura pas un autre document administratif, que ce soit une carte d'identité, passeport, tout ça, ça ne serait pas admis. C'est la carte NINA seulement qui sera admise pour permettre à l'électeur d'exercer effectivement son droit de vote. Donc, que les Maliens, partout où ils se trouvent, aillent chercher la carte NINA auprès de nos équipes qui seront déployées dans les prochains jours. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'administration du territoire et que vous étiez sur notre plateau suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi électorale. Nous poursuivons ce journal. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité du Mali a commencé ce matin la relecture des statuts et règlements intérieurs des forces armées et de sécurité. L'objectif est d'adopter les modifications dans les textes fondamentaux pour une bonne gestion de l'armée. Le reportage est de Moussa Fani. Réformer l'armée à travers les textes y afférents. Voilà une des missions principales du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité du Mali. C'est pourquoi les membres du comité et les représentants des services militaires procèdent depuis ce lundi à la relecture du statut général des forces armées et de sécurité. Il y aura un document ficelé qu'on va remettre à son Excellence le Président de la République, qu'on va appeler cadre global. C'est-à-dire qu'il va réellement prendre en compte nos besoins et les propositions, les suggestions, les manques et tout ce qui s'ensuit.
Donc voilà ce qu'on va attendre après une semaine de travaux. Cette relecture devra permettre de doter l'armée malienne d'un texte solide qui prendra en compte les préoccupations des corps militaires et paramilitaires. Vous savez, en tant qu'armée, on ne peut pas être une structure organisée et chargée de quelque chose sans qu'on ait réellement un statut solide, fixe, non seulement tenant compte des réalités militaires, mais aussi tenant compte des réalités de la société, parce qu'on ne se voile pas la face, nous connaissons l'état du pays. Et c'est un statut aussi qu'on ne fait pas actuellement pour nous seuls, mais pour toute une génération à venir. Parce que quand vous élaborez des documents, bien sûr, il faudrait tenir compte de beaucoup de choses. Les documents issus des travaux seront soumis aux plus hautes autorités du pays. La secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée de l'appui aux missions était en visite à Gao. Cette visite de terrain a permis à Amera Ak de s'imprégner du quotidien de la population en rencontrant l'administration, la société civile et les associations de femmes. La tenue de l'élection présidentielle en juillet prochain a dominé les débats. Drissa Koni. Après un bref entretien avec le commandement de l'opération Serval, la sous-secrétaire adjointe de l'ONU chargée de l'appui aux missions a rencontré les différentes couches de la société. Tout d'abord, le gouverneur de la région, le général de brigade Mamadou Adama Diallo, a fait une présentation des dégâts causés par les terroristes. L'absence d'infrastructures, le manque d'électricité et de l'eau, la situation déplorable des structures sanitaires et éducatives, entre autres, sans oublier le pillage des magasins des produits obsolètes. En réponse, Amera Ak dit être au courant de tous ces problèmes que vive la population. Les Nations Unies ont reçu toutes les informations par rapport à cette crise malienne. Je vous assure que les Nations Unies sont vraiment très au courant des problèmes que vous rencontrez tous les jours ici à Gao. Au niveau du Conseil de sécurité à New York, le Conseil de sécurité nous a demandé de venir ici au Mali pour vous assister, pour rétablir la stabilité ici au Mali. La société civile, les droits de l'homme et les associations féminines ont évoqué les problèmes qui touchent directement les couches démunies. C'est ainsi que les femmes et les jeunes ont insisté sur la nécessité de créer des emplois, surtout les femmes qui ont payé la lourde rançon de cette crise. Nous n'avons plus rien. On a été dopé de tout ce qu'on avait. Nous avons besoin de financement pour nous permettre de développer des activités. Par exemple, qui fait du petit commerce, que la personne puisse faire son commerce. Qui fait de l'embouche bovine ou de l'embouche ovine, que la personne puisse le faire. Qui fait de l'agroalimentaire, que la personne puisse le faire. En tout cas, nous avons besoin de fonds pour régénérer nos revenus, pour nous permettre de vivre ne serait-ce que décemment. C'est pourquoi l'hôte de la cité des Askia demande de la patience. Les choses pourront aller plus vite avec l'arrivée de l'amunissement dont le but est la consolidation de la stabilité, de la sécurité et de la paix. Mais il faut d'abord réussir l'élection présidentielle tant attendue par les Nations Unies. Les leaders communautaires du Goma appellent leur communauté à se démarquer des groupes armés sévissant au nord de notre pays. Ils invitent les uns et les autres à déposer les armes pour la cohésion sociale et le développement du Mali. C'était au cours d'une rencontre que ces leaders ont eue ce dimanche avec les chefs des opérations d'Adikidiara, Massadombia. Retrouver la paix à tout prix. Certains leaders communautaires, chefs de village et de fractions du Gourmand manifestent leur soutien à la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Ces derniers viennent de concrétiser leur action en approchant les chefs de l'opération Badenko ce dimanche. Au cours de la rencontre, ces leaders communautaires se sont démarqués des groupes armés et ont appelé leur communauté à déposer les armes. Aussi, ils se sont engagés à cultiver la paix au sein de leur population. Pour moi, rien contre la paix. Dans la paix, il y a tout. C'est pourquoi nous, on veut la paix. On veut des soldats qui connaissent vraiment les lois d'un soldat d'un civil. C'est comme ça. Comme maintenant j'ai des contacts avec tout le monde, tout ce que je vois est mauvaise personne, je ne peux qu'à communiquer. La crise sécuritaire qui vit notre pays a mis en berne tous les symboles de l'État à Tombouctou, Gao et Kidal. Le moment est donc venu pour les fils de ces pays de regarder dans la même direction, tout en ayant comme objectif la prospérité dans un Mali uni. C'est les ressortissants du Nord qui sont élus dans les différentes communes du Nord, dans les différents cercles du Nord. Donc pour moi, si ce n'est pas marché, c'est la gestion des nordistes qui a échoué. L'État a mis les moyens qu'elle a à la disposition de tout ce monde-là pour la bien gestion de cette partie du Mali.
Pour ces vieux leaders communautaires, il est temps pour tous ceux qui sont en rupture de banc avec l'État de se ressaisir et de revenir en famille. Le même message est adressé à son fils Moussa Assarir du MLLA qui se trouve à Paris. L'appel que je voulais faire à Moussa Assarir, il est seul. Et moi, je suis son père, j'ai tout le monde derrière moi. Lui, il est seul là-bas quand il écrit en France ou bien ailleurs. Mais nous, la fraction, les parents, nous sommes nombreux. Donc il vient à côté de nous. Un bel exemple à suivre par les autres communautés du Nord afin que le Mali amorce définitivement son développement. Retour à Bamako avec le lancement ce matin de la 5e revue annuelle du schéma directeur de la statistique 2013-2014. Cette rencontre présidée par le ministre chargé du budget avait pour objectif d'évaluer le système de la statistique nationale et de dégager des perspectives pour sa mise en œuvre. Reportage de Agibou Koulibaly. La 5e revue annuelle du schéma directeur de la statistique est un forum de discussion entre producteurs et utilisateurs de statistiques publiques. Elle est également l'occasion de faire le point de l'état d'exécution des recommandations issues de la revue précédente, de présenter le bilan des activités statistiques réalisées au cours de l'année écoulée, de discuter du programme statistique en cours et le programme indicatif des 2 années suivantes. Comme l'année dernière, la revue 2013 se déroulera en une session unique. Elle sera essentiellement axée sur l'examen du programme minimum statistique 2013-2014, dont l'élaboration a été financée par le programme des Nations Unies pour le développement à travers le PRICAGET. Il sera également question de relancer le processus du schéma directeur de la statistique deuxième génération avec l'adoption d'une nouvelle feuille de route. Pour les partenaires techniques et financiers, et les autorités maliennes, la production de données statistiques fiables et à jour constitue un élément essentiel pour une bonne planification du développement. Afin d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement du système statistique national, les partenaires techniques et financiers du Mali ont mis en place le groupe technique statistique qui constitue un cadre de concertation entre acteurs de la statistique avec pour objectif de rendre ce système plus performant et intégrateur des différents niveaux de conception, de production, de traitement et d'utilisation de l'information statistique. C'est pour cette raison que le gouvernement a adopté en janvier 2006 un schéma directeur de la statistique. Ce schéma avait pour but de donner de notre pays un système d'information et à même de reproduire des données nécessaires pour l'évaluation, la mise en œuvre du cadre stratégique pour la réduction de la pauvreté et le suivi des objectifs du meilleur pour le développement. À l'issue des échanges de cette 5e revue annuelle du schéma directeur de la statistique, le Mali sera doté d'un programme statistique qui répond aux besoins prioritaires pour la période 2013-2014. La déclaration de Malabo des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la création massive d'emplois pour une autonomisation des jeunes était aujourd'hui au centre d'un panel initié par l'ANPE. Il s'agissait pour l'agence de créer un cadre propice de propositions d'action de création d'emplois entre l'ensemble des acteurs du marché de l'emploi. Le reportage est de Nouroum Sissoko. Le chômage et le sous-emploi des jeunes dans les États africains constitue une menace sérieuse pour la cohésion sociale, la stabilité politique et le développement. C'est le constat fait par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au sommet de Malabo en 2011. Constat qui a amené les décideurs de l'organisation panafricaine à prendre des initiatives pour vaincre le phénomène. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE et ses partenaires veulent à leur tour mettre le document à contribution afin d'améliorer l'accès à l'emploi dans notre pays. On veut se donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette politique. C'est pourquoi on a associé le maximum de gens. Avant de les faire participer, il faut qu'ils comprennent d'abord le message. Le premier moyen de lutter contre le chômage, c'est l'accès à un emploi salarié. Et pour accéder à un emploi salarié, il faut avoir les formations nécessaires. Les panélistes composés d'employeurs du secteur public, privé, des organisations de la société civile, ont approfondi la réflexion sur la déclaration dans le but d'harmoniser les systèmes d'information du marché de l'emploi. Ils ont également fait des propositions pour une réduction significative du chômage des jeunes. Les mesures de promotion de l'emploi devraient être tirées par des interventions fondées sur la solidarité, l'égalité, la transparence, la responsabilité et surtout
soutenus par l'État, le secteur privé, afin de favoriser la cohésion et l'intégration sociale. La déclaration invite les services publics d'emploi à réduire le chômage d'au moins 2% par an au cours des 5 prochaines années. La mission de la délégation malienne sur les droits de la femme a pris fin samedi dernier à Dakar. Pendant une semaine, Wildaf Mali, des ONG partenaires et 2 députés se sont imprégnés à Dakar de l'expérience sénégalaise concernant la loi sur la parité. Et c'est pour ensuite renforcer la participation de la femme malienne à la vie publique. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Dakar, Doukoufana Traoré et Karamoko Traoré. En venant à Dakar au Sénégal, Wildaf Mali et ses ONG partenaires voulaient s'imprégner de l'expérience sénégalaise en matière de loi sur la parité. Votée au Sénégal depuis 2010, cette loi rétablit les droits de la femme sénégalaise dans les instances de décision et dans les postes électifs. La loi elle est très claire. Il s'agit des assemblées électives et semi-électives. Donc ça concerne l'assemblée, mais aussi les communautés rurales, les conseils ruraux, les conseils municipaux, les conseils régionaux. Il ne s'agit pas pour nous de transférer nos clivages politiques dans cette instance que nous avons mis en place. Et c'est comme ça que c'est parti. Les femmes ont battu ce qu'on a appelé l'esprit COSEF. Et il y a eu beaucoup de femmes qui ont rallié le mouvement. Nous avons commencé à travailler. Et le premier travail qui a été fait, c'était de lancer une campagne qui s'appelait « Démocratie, où es-tu » En réalité, on se disait qu'on ne pouvait pas être plus de la majorité de la population et ne pas être dans les instances de décision. Pendant une semaine, ces femmes maliennes ont tapé à la porte de plusieurs structures clés du Sénégal. Président de la République, Assemblée nationale, ministère de la Femme, société civile et contacté plusieurs intellectuels. À tous les niveaux, nos femmes ont expliqué leurs préoccupations, à savoir la stratégie à mener afin que la loi sur la parité voie le jour au Mali. Au niveau également de l'Assemblée nationale, où il y avait une majorité présidentielle, cela a contribué à favoriser le vote de la loi. Et après le vote, le constat est qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour veiller assurer le suivi de l'application de la loi. Nous allons procéder par faire cet atelier de restitution nationale pour que les décideurs et les partenaires au développement puissent s'approprier du concept de la parité, qu'on ne voit pas ça sous une égalité mathématique, mais une parité qui va dans le sens de l'implication des hommes et des femmes pour un développement durable. Le voyage de Dakar aurait atteint tout le succès escompté si la matérialisation de cette moisson d'informations se concrétisait à temps sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Coulibaly, est arrivé ce lundi 20 mai à Djeddah pour une visite officielle. Après Djeddah, le ministre Tchéman Coulibaly se rendra à Addis Abeba pour prendre part aux festivités du cinquantenaire de l'OUA-UA et aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue les 26 et 27 mai. Et justement, par rapport à ce sujet, sachez que les activités du jubilé d'or de l'OUA-UA ont officiellement débuté hier à Addis Abeba, en Éthiopie, avec la réunion du comité des représentants permanents COUREP. Pendant 2 jours, les ambassadeurs vont plancher sur les dossiers à soumettre au ministre des Affaires étrangères qui, à leur tour, les présenteront aux chefs d'État et de gouvernement. Mais la particularité du sommet cette année, c'est bien évidemment la célébration du cinquantenaire de l'OUA-UA. Les précisions depuis Addis Abeba de notre correspondant Alassane Djambili. C'est une semaine très riche, un événement qui a été lancé par la présidente de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba en présence des membres du COREP. L'Éthiopie et l'Afrique célèbrent cette année le cinquantenaire de l'organisation, un jubilé d'or placé sous le signe du panafricanisme et de la Renaissance africaine, histoire de revisiter le parcours de l'organisation et de se projeter dans l'avenir. La présidente de la Commission a rappelé le combat des personnateurs qui se sont battus pour libérer le continent du colonialisme. Après une décennie d'existence de l'UA, le moment est venu de réfléchir sur le contenu du projet d'intégration et de faire face aux nombreux défis, notamment la paix et la sécurité.
Nous devons traiter les causes profondes des conflits et nous tourner vers le développement de notre continent, a-t-elle souligné à la cérémonie d'ouverture. À noter que pendant les 2 jours de travaux, les membres du COREP vont étudier plusieurs dossiers, notamment le rapport de la Commission sur les questions administratives, budgétaires et financières, le rapport sur les programmes de conférence, l'examen du projet de plan stratégique 2014-2017 et certains points proposés par les États membres. Le COREP va examiner aussi le projet de programme de la 23e session ordinaire du Conseil exécutif prévu du 22 au 23 mai. La 21e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union étant prévue du 26 au 27 mai. Une session qui sera marquée par plusieurs activités, notamment un débat sur le thème panafricanisme et renaissance africaine, le forum de la jeunesse africaine qui sera présenté par le président Kenneth Kaunda et Sam Nujoma, le débat de la Chambre panafricaine du commerce et de l'industrie sur le thème sécurisation de la renaissance africaine, le rôle du secteur privé dans les 50 prochaines années. À noter que le sommet et les événements parallèles enregistreront la participation d'environ 75 chefs d'État et de gouvernement et la présence de près de 500 journalistes. Le bouquet final de cette fête sera sans doute le show en live avec des artistes de renom comme Papa Wemba, Salif Keita et la participation de groupes comme les Steel Pulse ou encore le Soweto Gospel. Merci Alassane Djambélé pour ces précisions. Retour à l'actualité nationale. Le projet Dououté, initié par Catholic Relief Service sur financement de l'USAID pour plus de 919 millions de francs CFA, ambitionne d'amener les communautés des communes rurales de Dogofri, Guéniébé et Koronga dans le Nara à résister au choc par le système d'alerte précoce SAP. Mamadou Ibrahim Boré et Nana Rosalie Sidibé, respectivement responsables et agents comptables du projet, dévoilent les stratégies de leur projet. Des propos recueillis par Nando Dambélé et Seydou Sissoko. Le projet FSP Dououté qui en langue sonique qui veut dire Yereta ou se prendre en charge, s'appuie sur les communautés pour réaliser des infrastructures permettant aux communautés de résister au choc. Les communautés, après avoir été informées sur le projet, procèdent en leur sein au choix d'infrastructures de développement qui ont un lien avec la sécurité alimentaire. Dans les domaines d'intervention, c'est d'abord le cash for work, c'est les travaux au niveau des infrastructures qui sont diverses. L'essentiel est que les infrastructures choisies par la communauté soient validées dans le PDSEC de la commune. Il y a aussi un objectif qui est l'humanisme. Donc, CERES, dans son projet Dououté financé par l'USAID, nous avons comme ambition d'aider les populations du cercle de Nara, et principalement certains villages qui ont été sélectionnés. Les bénéficiaires de ces villages ont 2 missions. Et en plus de ça, les travaux, eux-mêmes, ils les font. Et quand ils les font, on les paye en plus de ça. Donc, ils ont 2 bénéfices à tirer de ce projet. La crise malienne continue d'inspirer les créateurs artistiques et littéraires. En effet, l'écrivain Dambi Fakoli vient de présenter au public un nouvel ouvrage intitulé « Le Mali sous Amadou Toumani Touré ». L'œuvre de 245 pages jette un regard critique sur la gestion du pays du 2e mandat du président ATT à la transition. Le reportage est de Cheikh Oumar Sangari. Le Mali sous Amadou Toumani Touré est le second essai de cet écrivain engagé sur le même thème. Le premier, publié en 2006, porte sur le premier mandat du président ATT. Cet acte est sous-titré « Une histoire de trahison, la guerre au nord du Mali ». Cet ouvrage porte un regard critique sur la gestion du pays du 2e mandat d'ATT à la transition. Ce livre est un témoignage de tout ce qui s'est passé durant le second mandat d'ATT. Je fais le bilan de son second mandat jusqu'à l'intervention française. J'ai intitulé Le Mali sous Amadou Toumani Touré. Il s'est trouvé que ce second mandat a été catastrophique à tout point de vue, jusqu'à l'obligation de demander l'intervention d'une force étrangère pour venir libérer notre pays. Pour l'écrivain, il faut impérativement la présence de l'armée malienne à Kidal pour la tenue des élections. On ne peut pas faire d'élections sans que le Mali soit entièrement libéré. Or, Kidal ne peut pas être considéré comme une zone libérée aussi longtemps que l'armée malienne ne peut pas y pénétrer. Donc Kidal n'est pas libéré. Le Mali sous Amadou Toumani Touré est le 35e livre de Dambi Fakoli, dont des essais, récits historiques,
fiction romanesque et littérature jeunesse. Le livre est disponible dans les librairies. Parlons sport avec tout d'abord du karaté. Les karatékas maliens ont élu un nouveau bureau de la fédération. C'était samedi 18 mai dernier à la Cité des Flamboyants. Un bureau de 14 membres avec à sa tête Maître Adama Mariko, ceinture noire 7e dan. C'est la principale information du Conseil national ordinaire de la FEMACADA. Compte rendu de Papa Oumar Diop. C'est à l'occasion du Conseil national ordinaire de samedi que les responsables du karaté malien se sont dotés d'un nouveau bureau de 14 membres, dont 8 entrants. Les travaux n'ont duré qu'une demi-journée, en dépit de la surchauffe artificielle qui avait été créée dans le milieu du karaté. C'est pourquoi les instances d'encadrement, comité olympique et département des sports, ont insisté sur la maturité des karatékas pour un dépassement chacun de son ego. Je vous souhaite la bienvenue et souhaite que vos travaux aillent dans le sens du développement et de la réconciliation. Avec à l'esprit les conclusions des travaux de la réconciliation organisés par le Comité national olympique et sportif du Mali le 11 avril 2013 au siège du comité. Désormais, c'est Maître Adama Mariko, ceinture noire 7e dan, qui préside aux destinées du karaté malien. Longtemps vice-président, le choix de Maître Mariko est une continuité dans les efforts de rayonnement du karaté au Mali. Mais le fait marquant de ce nouveau bureau, c'est l'intérêt que les ligues ont manifesté pour la bonne marche du karaté malien. C'est ainsi que les présidents de Ligue de Bamako, l'honorable Nathaniel Dambélé, le président de la Ligue de Mopti, le colonel Doumbia, le président de la Ligue de Kaï, Ibrahima Keïta, sont membres du bureau fédéral. Les présidents des ligues de Tombouctou, Ségou et Koulikoro, Salasso, Omar Togora et Youssouf Kone sont commissaires aux comptes non membres du bureau. Le karaté malien a un nouveau bureau avec deux principaux défis: l'unité des karatékas et la multiplication des compétitions nationales comme internationales. Football, à présent, championnat national de Ligue 1, l'Office du Niger Sport de Ségou en déplacement a créé la sensation lors de la 23e journée en battant le Djoliba AC 2-1. Une défaite qui risque de coûter cher aux Rouges de Bamako dans l'optique de la Ligue des Champions et qui a créé des incidents à la fin du match entre les supporters djolibistes et les forces de l'ordre. Al-Jumatina était au stade. Son compte rendu. La joie de l'Office du Niger Sport de Ségou en dit long sur l'exploit qu'il a réalisé lors de cette 23e journée du championnat national face au Djoliba Athletic Club. Si l'affiche apparaissait largement déséquilibrée au regard de la position des deux équipes dans le classement, c'est pourtant l'Office 10e avant cette journée qui crée la surprise en battant 2-1 le Djoliba AC 3e. À peine les dés sont lancés, les Rouges de Bamako sont cueillis à froid dès la première minute. Léger Traoré à la réception d'un centre saute plus haut que la défense djolibiste. Sa tête piquée n'a pu être sauvée par Cheksi. Les visiteurs ne pouvaient rêver meilleure entame. Les Rouges sont certes dominateurs, mais ne parviennent pas à trouver le fond des filets. L'Office, résolument replié dans son camp, n'était pas loin à la 36e minute de corser l'addition. Léger Traoré se freine un chemin, mais tergiverse dans la défense du Djoliba AC. Dans la foulée, l'arbitre assistant Bokar Keita, adossé à la tribune découverte, sera victime d'un projectile. À la mi-temps, l'Office mène 1-0. Comme on s'y attendait, le Djoliba Athletic Club démarre fort la 10e période. L'équipe ségovienne acculée va concéder l'égalisation. Issa Traoré à la 56e minute sur un corner d'Issa Namaleko Traoré, les Rouges de Bamako qui pensaient renaître de leurs cendres vont s'installer dans le camp de l'Office pour inscrire le but de la victoire. Mais finalement, c'est le contraire qui va se produire à la 89e minute. Car l'arbitre central Abdoulaye Moukro, sur cette action, va accorder un penalty aux visiteurs. Hassan Kaba transforme la sentence. Et c'est le coup de massue dans les gradins à la fin du match. Mécontent de la prestation du trio arbitral et surtout du penalty qui risque de peser lourd, les supporters de l'Ubis sont déchaînés à en dégoudre avec les arbitres. Ce qui va nécessiter l'intervention musclée des forces de l'ordre par des gaz lacrymogènes.
C'est ainsi que même la seconde rencontre entre le club olympique de Bamako et la gendarmerie de Bamako n'a pas pu se jouer. Et oui, restons fair play. Santé, le client est roi dans les structures de santé. C'est ce que prévoient les textes adoptés en 2002. Il s'agit de la loi hospitalière et de la charte du malade. Selon ces deux textes, un patient qui arrive en service des urgences doit être entièrement pris en charge avant que l'on ne lui tende une ordonnance. Des dispositions de la loi que l'hôpital Gabriel Touré a commencé à appliquer et qui nécessitent une mise à niveau de certains de ses services comme la pharmacie, le laboratoire et la radiologie. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. La loi hospitalière et la charte du malade, deux textes importants dans la réglementation du système de santé au Mali et datant respectivement de 2002 et de 2008. En plus des aspects réglementaires d'organisation, ces textes codifient les droits et les devoirs des patients en relation avec les structures de soins. Ils font du patient un roi et permettent aux structures de santé d'atteindre de meilleurs résultats, surtout qu'en service d'urgence, le délai de prise en charge du patient est déterminant. Dans le cadre du service public hospitalier, quand un malade arrive en urgence, il est soigné d'abord. Ensuite, le problème d'argent est réglé après. Donc il s'agit pour le personnel de santé de faire le nécessaire pour que dès que le malade arrive dans la cour, on le prend en charge, on fait ce qu'il y a lieu de faire, et puis après, on demande à la famille de payer à la caisse. Maintenant, nous, à Gabriel Touré, on s'est organisé pour que dès que le malade arrive, quand la prise en charge commence, au service des urgences, il y a un agent du service social qui entre en contact avec la famille pour expliquer que nous sommes en train de travailler pour faire les soins immédiatement et que l'argent doit être payé à la caisse. Au départ, la structure a mis l'accent sur les actions d'information et de sensibilisation, la réorganisation avec une plus forte implication des services de radiologie, du laboratoire, de la pharmacie et du service social. On a une attestation de traitement. Avec cette attestation de traitement, maintenant la famille paye. Et la loi va encore plus loin puisqu'elle dit que nous devons après engager toutes les procédures pour pouvoir entrer dans nos fonds. Maintenant, si il se trouve que c'est un malade qui n'est pas du tout solvable, alors la loi demande au ministre de la Santé de payer. Surprise pour les infortunés qui ont été les premiers à bénéficier de la mesure nécessitant forcément que les principaux services impliqués soient remis à niveau. Pour un début, on parle de patinage, de bilan mitigé. L'hôpital reconnaît qu'il rencontre des problèmes. La pharmacie de l'hôpital, pratiquement, il n'y a rien. Il faut le dire, il faut dire clairement les choses. Parce qu'une pharmacie qui ne peut pas fournir du sérum salé aux patients, ça pose problème. Une pharmacie qui ne peut pas fournir du fil de suture aux patients, ça pose problème. Parce que l'activité du service des urgences est à 70% occupée par la traumatologie routière. On a quelques difficultés quelquefois aussi avec des fournisseurs. Parce que bon, il y a les procédures des marchés publics, malheureusement, qui ne tiennent pas compte des spécificités des médicaments et accessoires. Donc il arrive qu'on ait des fournisseurs qui ne soient pas toujours en règle avec les fiscs. Soigner le patient qui arrive en urgence avant de lui tendre une ordonnance. Cette disposition devrait être appliquée au niveau de toutes les structures sanitaires du pays, autrement dit du centre de santé communautaire au centre hospitalier et universitaire en passant par le centre de santé de référence. Normalement, quand vous arrivez avec un malade dans un centre de santé de référence, on ne doit pas vous dire qu'il n'y a pas de médicaments, on ne doit pas vous dire qu'il n'y a pas de place. Les responsables des établissements ont obligation de soigner les malades d'abord et de chercher la place ensuite. Le système, il est bon. C'est un bon système. Vous ne savez pas, vous ne saurez que ce système est bon que lorsque vous serez directement intéressé par ce système. Si vous avez un parent qui fait un accident, qu'on amène aux urgences à 2 h du matin, ce n'est pas évident que vous ayez dans les poches 50 000 francs, 60 000 francs. Mais le lendemain matin, c'est sûr et certain que vous aurez 1 million dans la poche.
Mais de la nuit au matin, ça peut être trop tard pour ces patients. À l'hôpital Gabriel Touré, on insiste là-dessus, la mesure n'est applicable que pour les urgences et c'est loin d'être de la gratuité. Si les patients qui bénéficient de la mesure ne remboursent pas, cela conduirait directement au blocage du mécanisme, blocage qui pourrait se traduire par une défaillance de la structure sanitaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme de l'ORTM se poursuit. Tout à l'heure, le journal des formations, votre émission sur la ligne de front, à suivre également votre émission sportive. Bonne suite de programme à tous et à toutes. Je vous retrouve demain soir, mais avant, vous serez avec Amara Malé Diallo. Bonsoir.